Nous accueillons Marie-Hélène Brousse cet après-midi, qui est une psychanalyste à Paris, membre de l'ECS, qui a fait déjà beaucoup de choses. Surtout, on la connaît aussi bien pour les responsabilités institutionnelles qu'elle a tenues jusque-là, en fait dernièrement la lettre mensuelle, mais aussi, surtout pour ses travaux et ses recherches, est-ce qu'on peut dire scientifiques, de notre science. Voilà. De notre non-science. De notre non-science, voilà. C'est aussi une ex-AE qui nous a appris beaucoup aussi sur l'intention de la psychanalyse. Voilà, c'est tout ça pour vous dire que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et donc, elle va nous parler aujourd'hui sous un titre... un titre un peu bizarre. Voilà, je vais vous mais vous devez le connaître parce qu'on a dû vous le dire. Oui, on l'a écrit. Je l'ai connu aussi. C'est corps sacralisé, corps ouvert. Et puis après, je me souviens pas ce que j'avais mis, mais c'était la peau. La peau. Voilà. J'aurais pu dire question de peau. Alors, je vais vous dire un petit peu les circonstances qui m'amènent à avoir envisagé avec vous cette réflexion, ce travail. D'abord, il y a un petit événement. Sans doute que j'ai reçu le mail de Gilles Carroz juste après avoir vu un film d'Almodovar que vous avez peut-être vu, qui s'appelle La piel che habito. Et donc, quand j'ai vu que le thème de la section clinique de Bruxelles était sur le corps, je suis tout de suite passée par la perspective d'Almodovar, qui... Bon, j'ai bien aimé ce film, et d'une certaine façon, j'aime énormément Almodovar. Donc, je retrouvais dans ce film, dont l'intrigue n'est pas de lui, puisque c'est un thriller best-seller français, des thèmes récurrents chez lui, quand même. Par exemple, dans Tout sur ma mère, enfin, dans plein de films d'Almodovar, la question du corps est absolument centrale. Mais la piel, là, je la trouvais particulièrement bien vue, et l'habito, en jouant sur l'équivoque à la façon de Joyce, l'habit, notre habit, notre peau, notre seul habit naturel, ou entre guillemets naturel. D'autant plus que dans ce film, il s'agissait du développement de la science et de la question du corps. D'une part, c'est un monsieur qui est à la fois un chirurgien s'occupant d'esthétisme, chirurgien esthétique, et en même temps chirurgien constructif et réparateur, un chercheur sur la peau synthétique, presque, si je peux dire, c'est-à-dire la production d'une peau artificielle. D'autre part, c'est un sujet sur la vengeance, double vengeance. Ça commence par la vengeance du personnage A sur le personnage B, et ça finit par la vengeance du personnage B sur le personnage A. Autrement dit, tout le monde s'étripe plus ou moins. Et la vengeance, je me disais, c'est quand même la forme passionnelle de l'amour. C'est la forme la plus passionnelle de l'amour, la vengeance. Et puis enfin, c'est un film sur la sexualité. Donc, les différentes dimensions d'une réflexion sur le corps y étaient réunies. Et là, en l'occurrence, changer de peau, ne pas changer de peau, changer de sexe, ne pas changer de sexe. Tout le film joue là-dessus. Parce qu'au fond, ce jeune homme qui est transformé en dame malgré lui, Almodovar prend bien soin de le montrer dans les premières scènes, comme extrêmement préoccupé, au moins du féminin sous
s'habiller d'habits féminins, ou en tout cas de donner à voir des habits féminins. Et donc finalement, ce qu'il n'a pas voulu réalise quelque chose de lui, de son symptôme qu'il ne connaissait pas. Et puis, changer de peau, finalement, c'est la même chose que de ne pas changer de peau. Voilà. Et ça me semblait une bonne entrée en matière pour penser la question du corps. Alors, la deuxième circonstance fondamentale, et non pas événementielle ou artistique, c'est que, il me semble, que nous sommes confrontés dans notre clinique quotidienne, à l'écoute des analysants, à une modification des pratiques de corps au temps de la science, c'est-à-dire déterminées par l'avancée de la recherche scientifique. Nous y sommes confrontés quotidiennement, si je puis dire, même si ça ne prend pas la forme passionnelle d'une fiction almodovarienne. Dans la fiction quotidienne qu'est l'association libre, ça prend quand même une assez grande place. Alors je vais mettre en série un certain nombre de ces phénomènes cliniques. D'abord, depuis, on va dire, les 40 dernières années, voire 50 dernières années, il y a un développement considérable de l'imagerie médicale. De différentes façons, sous différentes formes, et utilisées dans différents registres et contextes. Ce qu'on pourrait qualifier comme une extension du domaine du regard. Il y a une extension, grâce à l'imagerie médicale, du domaine du visible sur ce qui auparavant n'était pas visible. J'ai retrouvé dans le séminaire 23 de Lacan quelque chose qui peut nous servir un petit peu de boussole. Ça se trouve page 17 du séminaire 23. Il parle du corps et il dit pour qu'un dire résonne, il faut que le corps y soit sensible. C'est un fait qu'il l'est, le corps sensible dire, donc, parce que le corps a quelques orifices dont le plus important est l'oreille, qui ne peut se clore ni se boucler. Mais l'embarrassant est qu'il n'y a pas que l'oreille, le regard lui fait une concurrence éminente. Eh bien, je dirais que le regard est, en tout cas grâce à l'imagerie médicale, quand même en train, sérieusement, dans la science médicale, est en train de l'emporter sur l'oreille. On écoute de moins en moins les patients et on va beaucoup plus rapidement, directement à l'image qui a cette caractéristique, donc, de subvertir complètement maintenant la barrière de la peau. Puisque une échographie, par exemple, permet de photographier le bébé sous toutes ses coutures sans toucher à la barrière de la peau. Autrement dit, elle la franchit parfaitement. Bien. Donc il y a une neutralisation progressive de la voix au profit du regard, une neutralisation de la différence entre ce qui est perceptible et ce qui ne l'est pas à premier regard, et aussi une neutralisation de la différence entre le dedans et le dehors. Et ça, je crois que c'est très important. Puisqu'il y a quand même quelque chose qui s'inscrit très tôt pour un être humain et qui s'inscrit via le registre de l'imaginaire, c'est une topologie rudimentaire entre intérieur et extérieur,
que toute l'avancée de la science appliquée à la médecine subvertit. Donc ce sera un petit peu mon idée que nous allons vers la question que devient le corps quand il n'y a plus de frontières entre dedans et dehors. Ce qui, disons-le au passage, caractérise depuis toujours la schizophrénie, mais ne caractérisait quand même pas l'ensemble du sujet parlé. Deuxième phénomène, toujours lié au développement de la science, le développement des greffes et des dons d'organes. Là, vous voyez apparaître le signifiant organe, que ça serait un peu ma thèse de départ. La science médicale substitue de plus en plus fréquemment au terme de corps dans son avancée. Alors, des dons d'organes, ça, on en a aujourd'hui une expérience clinique dans la pratique de la psychanalyse. Par exemple, certainement beaucoup d'entre nous ont reçu des dames qui, pour lutter contre leur âge et la stérilité, parfois la stérilité due à l'âge, ont recours à des dons d'ovocytes. Il y a celles aussi qui donnent les ovocytes. Donc cette espèce d'échange entre les citoyens, c'est-à-dire cette économie, cette mainmise de l'économie et de l'échange sur ce qui auparavant n'était quand même pas, n'entrait pas comme objet d'échange, les ovocytes, les cornets, les reins, les poumons, les cœurs, et tout ça s'est développé considérablement là aussi depuis 40 ou 50 ans. Je n'ai pas été chercher très précisément quelle était la date de la première greffe du cœur, par exemple, mais ça doit remonter à quelque chose comme 50 ans. Et on peut témoigner aujourd'hui du fait qu'un don d'ovocytes, qui semble quelque chose d'assez peu invasif, n'est pas sans soulever un certain nombre de questions subjectives, voire de titiller le sujet qu'il a choisi d'une manière parfois inattendue pour lui-même. Donc, les dons d'organes et les greffes d'organes, outre qu'ils renforcent le monde des organes contre celui du corps, et par exemple chez Lacan, dans les premiers séminaires, vous ne trouvez quasiment jamais la référence aux organes, mais toujours la référence au corps. Ça c'est très important, et puis ça va sans doute se développer encore plus, c'est-à-dire qu'on va aller de plus en plus vers des implants, y compris pour le traitement des maladies mentales. Ils sont déjà en train d'évoquer l'implantation d'un certain nombre de dispositifs dans le cerveau pour permettre la stimulation, le contrôle ou la non-stimulation de certaines zones corticales. Bon. Les scientifiques développent une science-fiction. C'est pas les littérateurs, c'est les scientifiques développent une science-fiction sur l'implantation dans l'avenir d'un certain nombre de centres déficitaires ou mal foutus ou dans le dysfonctionnement grâce à des implantations. Par exemple, pour la mémoire. De toute façon, c'est pas très compliqué. Ils n'ont pas besoin d'énormément d'imagination, puisqu'ils arrivent déjà à le faire avec un peacemaker. Pourquoi ils ne le feraient pas avec un mindmaker? Alors, troisième point, on se met à cultiver à l'extérieur un certain nombre de tissus et de cellules qui étaient
auparavant impossible à cultiver en dehors de la machine humaine. Je ne développe pas ça parce que ce n'est pas fondamentalement nouveau. Enfin, le développement du règne de la prothèse. Évidemment, on peut déjà considérer qu'un implant dans le cerveau pour vous permettre de pallier au massacre de votre mémoire, c'est déjà, d'une certaine façon, une prothèse. Là, je vais parler des prothèses plutôt dans le champ de la forme. J'en parle, et puis l'actualité en parle beaucoup, n'est-ce pas? Puisque on nage dans un scandale des faux seins, et c'est vrai que je parlais ça avec un de mes collègues Berger qui avait vu un documentaire sur Arte montrant comment se déroulaient les opérations d'implantation de ces prothèses. On disait, c'est même plus des salles d'opération, ça a l'air d'être des cuisines améliorées. Et on ouvre, on fait un petit découpe, hop, on met le truc, hop, on referme, et puis voilà. Et puis, évidemment, si ça ne marche pas, après, il faut enlever, on tire, et là, ça explose, il y en a partout. Enfin, le truc était vraiment... le documentaire était extrêmement précis, c'est-à-dire cru. Mais peut-être certains d'entre vous ont vu une série américaine qui s'appelait Nick Top, qui est l'histoire passionnante de la vie de deux chirurgiens esthétiques en Californie. Ils sont deux zozos pas très moraux. Et moi, j'en ai pas vu beaucoup parce que, voilà, je n'ai pas apprécié énormément. Et la seule fois où j'en ai vu un, ils étaient en train justement de faire une implantation mammaire à une dame, en évoquant leurs histoires sentimentales, puisque de toutes les façons, et de cul, puisque de toutes les façons, ils ne parlent que de ça dans la série, et donc extrêmement contrariés par ce qui était en train de leur arriver. Et à ce moment-là, au téléphone, et c'est le moment où la patiente choisit de faire une hémorragie gravissime, et alors vraiment le type est obligé de poser son téléphone, sauver la patiente, etc. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend sur le divan. Qu'est-ce qui amène un sujet à vouloir se livrer à ce qu'on lui rectifie le nez, on lui rectifie les seins, on lui rectifie les fesses, on lui suce la graisse, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'un analyste a à dire quand il est face à un sujet qui se livre à ce genre d'excentricité ou de banalité, puisque finalement, compte tenu du fait qu'il y a une extension considérable de ce marché, ça n'est plus du tout une excentricité. Mais il y a quand même toujours un risque mortel. Et j'ai eu l'occasion d'entendre des sujets qui avaient rencontré ça dans leur histoire, c'est-à-dire une banale histoire de chirurgie esthétique qui se finit par la mort. Et une mort un peu honteuse. Autant on peut dire que ma grand-mère est morte d'un cancer, autant c'est difficile de dire ma grand-mère est morte d'un lifting. Finalement, il y a quand même encore un petit voile du secret sur la chose, chez nous, parce que, comme le faisaient remarquer des collègues brésiliens, c'est plus le cas dans d'autres endroits. Et puis, se développe considérablement un discours, cette fois, pas forcément une pratique, mais un discours sur la légitimité presque genre droit de l'homme, et de la femme d'ailleurs, la légitimité au changement de sexe, au changement anatomique de sexe. Alors, tout ça, il y a une clinique à faire avec des cas qui est tout à fait intéressante et je ne la ferai pas là. Mais je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que j'avais été très intéressée, il y a fort longtemps maintenant, par un anthropologue qui s'appelait Leroy-Gourand et qui avait
travaillé sur la question des outils et du corps, avec une thèse dans un de ses ouvrages, une thèse sur les machines et les outils, dans lesquelles, thèse où il soutenait que finalement les outils sont une mise à l'extérieur de l'organe corporel, de certains organes corporels. Le levier de la force musculaire, et puis après, pour vous donner des exemples, les organes perceptifs avec des machines comme les machines à tisser des tissus, et puis après, évidemment, il n'en a pas parlé parce qu'il est mort avant, mais on peut dire la mémoire dans... Il en a un peu parlé. La mémoire dans les ordinateurs, et ainsi de suite. Donc une mise à l'extérieur des différents organes. Et il se posait un certain nombre de questions autour de ça. Et je me disais que ce qui se passe aujourd'hui, ça pourrait être qualifié d'une mise à l'intérieur des machines. C'est-à-dire, on met dehors, effectivement, une mémoire, un œil, quand on va avec une petite caméra voir faire une gastroscopie, on met l'œil là-bas, au bout du fil. Donc il y a effectivement toujours une mise à l'extérieur des différents organes de perception et de cognition, mais il y a aussi une remise à l'intérieur des machines, implants, prothèses diverses et variées. Donc ça me semble pouvoir montrer que le modèle intérieur-extérieur est totalement obsolète pour penser le rapport à notre corps. Il est embrouillé par l'époque contemporaine et du coup la peau ne se présente plus comme une barrière, ne se présente plus comme un mur. Elle a toujours été poreuse comme barrière. Mais en tant que phénomène de discours, la peau était quand même une barrière. Et préservait la dimension de l'intime, si je puis dire. Là, elle devient simplement un organe comme les autres, et comme c'est ce qui était montré dans le film d'Almodovar, un organe sur lequel on peut travailler comme sur la vessie biliaire, le foie, le cœur ou autre. Deuxième réflexion à partir de ces modifications scientifiques, je le disais rapidement, il y a une extension du domaine des organes par rapport au domaine de la forme du corps. C'est-à-dire du corps comme forme globale, comme bonne forme. Une compétition plus forte, si j'ose dire, qu'auparavant gagnait toujours la forme globale du corps et qu'aujourd'hui gagne tout aussi bien les organes. Alors, cette extension du domaine des organes, elle est quand même très largement associée à une idée d'en modifier le fonctionnement. Et du coup, la forme du corps global, du corps sans organes, si je puis dire, qui est celui avec lequel nous vivons, ne constitue plus une limite. Pendant très longtemps, la forme globale du corps a été une limite. On ne souhaitait pas voir ce qu'il y avait dessous. Et d'une façon générale, quand on le découvrait ou quand on le voyait, il y avait plutôt une réaction d'horreur qu'une réaction d'intérêt. Une réaction phobique, par exemple. Donc ça, c'est toutes les raisons qui m'ont fait penser
au passage du corps sacralisé, je vais dire pourquoi, au corps ouvert. Je vais aussi essayer de dire pourquoi. Et puis il y a une anecdote, deux anecdotes en fait, deux toutes petites anecdotes cliniques. J'ai été tout au début de ma carrière, quand j'étais agrégée de philo, nommée dans une école d'instituteurs. Ça tombait bien, j'avais toujours détesté l'école, donc formidable. Et donc j'ai été voir des futurs instituteurs en classe, et puis j'ai rencontré beaucoup de ce qui existait encore à l'époque, une époque pré-évaluation, des inspecteurs. Et j'avais assisté un jour à une conférence faite par un inspecteur sur ce qu'on appelait à ce moment-là les leçons de choses, qui sont devenues sciences de la vie et de la matière, qui était un enseignement donné aux enfants du primaire. Vous voyez le genre, voilà, à l'automne on amène la feuille, voilà. Et ce monsieur avait dit quelque chose qui m'avait saisi. Je l'avais trouvé extrêmement fou. Sans doute je ne me trompais pas, mais je crois que je ne savais pas pourquoi, en fait. Puisqu'il avait consacré l'essentiel de son exposé aux futurs instituteurs à scander que pendant les années du primaire, il n'est pas question d'ouvrir quoi que ce soit. Et il avait tout de suite pris l'exemple. Vous voyez l'œuf, vous pouvez faire une leçon de choses sur les œufs. En aucun cas, vous ne devez passer la barrière de la coquille. Et donc, il y a eu quelques jeunes futurs instituteurs un peu rebelles qui avaient dit, mais enfin, quand même, on pourrait leur montrer les petits poussins à l'intérieur et tout ça. Jamais de la vie. Dans le primaire, on ne passe pas les barrières. Ni les coquilles, ni les pots, ni quoi que ce soit. Donc c'était un monsieur qui considérait que jusqu'à la 6e, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 12 ans, il ne fallait pas regarder ce qu'il y avait derrière le voile. J'avais été surprise. J'avais été surprise et un peu scandalisée pour sa connerie. Mais comme ça m'était resté dans la tête, en fait, ça ne faisait que démontrer qu'il y avait là quelque chose d'essentiel que ma connerie à moi ne déchiffrait pas. Et la chose essentielle qu'il y avait, c'était précisément la question épineuse de l'intérieur et de l'extérieur, et que ce monsieur voulait absolument préserver l'intérieur grâce à l'extérieur. Et une autre petite anecdote qui m'avait ramené à celle-là d'ailleurs, j'étais en voyage en Australie avec un collègue, Pierre-Gilles Guéguin, et on avait des enfants à cette époque-là, les enfants jeunes, très jeunes encore, enfin assez jeunes, bref, étaient tombés en arrêt devant les peluches, les objets en peluche pour les enfants. Et vous savez, c'est la patrie du kangourou. Donc il y a énormément de peluches de kangourou. Et vous savez aussi que le kangourou a une particularité, c'est qu'il a une poche. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin vraiment d'échographie, puisque le bébé, avant sa véritable, je dirais, maturation, peut être vu et caché, Et donc il était question qu'on achète un kangourou, et naturellement les kangourous ne se vendent pas sans les bébés kangourous, qui sont quand même le seul intérêt du kangourou. Et Pierre-Gilles Guéguin avait choisi un, et finalement moi j'en avais, je crois pas acheté cette fois-là, j'avais regardé celle qu'il avait acheté parce qu'il prenait mon conseil, et il avait acheté un kangourou tel que le bébé kangourou ne s'en allait pas. Il était cousu dans la poche. On pouvait le voir, on ne pouvait pas l'enlever, on ne pouvait pas le séparer. Et je me souviens d'avoir donné à Pierre-Gilles le conseil, ne prends pas ça. Prends un kangourou avec bébé amovible, parce qu'à mon avis, ça marchera mieux. Et il m'avait téléphoné à son retour en me disant, écoute, tu
tirer l'ombre. Alors, là, je vais introduire un deuxième terme qui est une question absolument centrale dans l'enseignement Lacan sur le corps, à savoir la question de la séparation, qui pose un gros problème à Lacan pendant de nombreuses années. Et en particulier, enfin pas un problème, une question. La conception déployée de l'imaginaire dans les premiers séminaires ne permet pas véritablement de penser la question de la séparation. Parce que le corps est pris à partir de l'éthologie et à partir de la Gestalt comme, continuera toujours d'être, comme une image une. Vous avez en tête la théorie de Lacan de l'imaginaire dès le stade du miroir. Vous savez qu'il y a un moment de morcellement, pré-stade du miroir, et puis le stade du miroir avec le 1 de l'image dans le miroir qui vient recouvrir, comme un voile, la fragmentation. La fragmentation des organes et des fonctions se trouve recouverte par cette image qui va être le noyau constitutif du moi, noyau fondamentalement d'illusion, mais illusion n'étant pas à prendre là comme mensonge ou quelque chose dont on pourrait se défaire. Il pourrait y avoir une vérité derrière l'illusion, pas du tout. L'illusion est le statut même du corps. Et il n'y a de corps que une image plate, essentiellement plate, telle sur laquelle jamais Lacan va revenir, et même dans les derniers textes consacrés à la question. J'ai été regarder le séminaire 23 sur cette conférence, et puis les conférences dans les unités nord-américaines dans lesquelles il y a des morceaux absolument formidables sur la question du corps. Donc, le corps devient, de plus en plus assimilé à la géométrie. Et la géométrie plane, en particulier la géométrie a donc 2 dimensions, avec l'idée que la géométrie a 3 dimensions est beaucoup plus difficile et beaucoup moins facilement mobilisable. Donc l'image qui est une, qui n'est pas bricolable, qui est un tout, vient recouvrir les organes qui sont jamais un tout, qui sont des parties sans tout, qui d'ailleurs est complètement impossible à envisager. Et vous reconnaissez là, pour l'opposition entre le corps et les organes, quelque chose qu'on voit dans le texte de Lacan sur aliénation et séparation des écrits, tel qu'il décrit la séparation des parents, des objets en cette fois, comme constituant une partie sans tout. C'est impossible, c'est inimaginable. Une partie sans tout, je vous mets au défi d'y penser, c'est pas possible. Et donc c'est plutôt par la théorie, premièrement des ensembles, et deuxièmement après, par la topologie, qui va arriver à penser ça. Donc, l'anecdote du kangourou, pour vous introduire un point central, qui est la question de la séparation.
le kangourou étant cet animal absolument divin qui permet de penser la forme une tout en envisageant la séparation. Il y a aussi le lézard, puisque vous savez qu'il perd sa queue sans perdre sa forme. Enfin, bon. Alors, je voudrais déployer ça assez rapidement, parce que quand même on est beaucoup de temps pour discuter. Vous voyez que la question est d'articuler ce corps sacralisé de la forme une du stade du miroir avec la découpe du corps et, disons-le, son fonctionnement. Son fonctionnement libidinal, évidemment, mais aussi physiologique. Parce que fondamentalement, les images n'ont pas de fonctionnement véritablement physiologique. Et surtout, elles n'ont ni intérieur ni extérieur. Alors, le corps sacralisé, c'est moi, le mot est de moi. Le signifiant qui revient toujours chez Lacan, quelle que soit la période, adorer. C'est l'adoration. C'est pourquoi je me suis permis sacraliser. Parce que adorer renvoie plutôt à une divinité. Mais le corps adoré est quelque chose qu'on retrouve chez Lacan à différents moments. Par exemple, dans la conférence Massachusetts Institute of Technology de 1975, du 2 décembre 1975, il peut dire « Cette apparence du corps humain, les hommes l'adorent. Ils adorent une pure et simple image, une unité de pure forme. Et c'est par cette unité de pure forme, ajoute Lacan, là je le réduis, qu'ils conçoivent ce qu'ils appellent le monde. » Donc ils projettent cette unité et c'est comme ça qu'ils construisent le monde qui est une construction imaginaro-symbolique, mais très fortement imaginaire quand même. Ou bien il peut dire aussi dans la même chose dans le séminaire 23, c'est-à-dire il peut évoquer aussi l'adoration. Et la forme, voilà ce qu'il dit. L'amour-propre. L'amour-propre, c'est le principe de l'imagination. Et là, Lacan ajoute, c'est page 66, le par-l'être adore son corps parce qu'il croit qu'il l'a. Donc ça, c'est très important. On va voir que cette opposition entre l'être et l'avoir, c'est là-dessus que je finirai. Donc l'adoration qui va avec la puissance de captivation de l'image. Il l'adore parce qu'il est capturé par l'image elle-même. Il est aspiré par l'image elle-même. Ça, c'est dans aussi le séminaire 23. Il dit more géométrico, à cause de la forme, et donc de façon géométrique, on pourrait dire, l'individu se présente comme un corps, et ce corps a une puissance de captivation. Donc vous voyez, captivation implique le visible, le regard, et du coup, adoration. Fondement de l'amour-propre. Lacan, dans la conférence au Massachusetts Institute of Technology, considère que c'est très sérieux, considère en 1975 que la théorie du corps comme image est, pour la psychanalyse, il ne dit pas en général pour la science, pour la psychanalyse, une des deux assises fondamentales de
ajoute, la psychanalyse n'appréhende le corps que dans ce qu'il a de plus imaginaire, comme forme, comme apparence, et via le mode de l'adoration. Alors, en général, il associe tout de suite autre chose. Il associe tout de suite une expression qui revient, elle aussi, toujours à la même place dans l'enseignement de Lacan, le sac de peau. Alors, la peau, je l'ai cherché chez Lacan, c'est dans ce syntagme-là, sac de peau, qu'elle apparaît. La peau, c'est le sac. C'est ce qui permet de penser la forme plate comme un sac. Autrement dit, ce qui permet de passer au registre de l'intérieur et de l'extérieur, alors que si vous envisagez l'image du corps comme une photo, évidemment, vous n'allez pas, sauf si vous êtes très fou, vous n'allez pas chercher à voir le contenu de l'image, sauf métaphoriquement. Alors, ce sac de peau, c'est la première conséquence du fonctionnement de l'imaginaire. Alors, vous trouvez équivalent chez Lacan, sac de peau, et je vais faire un jeu de mots, peau, P-O-T. Donc, le sac de peau est mis en équivalence avec les pots et les vases. Puis, vous glissez vers la géométrie, vous allez vers la circonférence, ça c'est toujours dans la géométrie à deux dimensions. Puis vous allez à la sphère, et c'est à partir du moment où vous avez la sphère, qui n'est qu'un mot scientifique pour sac de peau. L'autre mot non scientifique pour sac de peau, c'est boursouflure. Soufflure. Et ça, c'est plus la pente éthique, dans le genre, Lacan associe ça, la grenouille qui vous laisse faire une grosse bœuf, qui se gonfle sa peau, qui finit par exploser. Ça, c'est pour caractériser le moi de l'obsessionnel. Enfin, on va être gentil, tous les mois, une petite tendance à la petite soufflure. Donc, ça, c'est le côté, si je puis dire, éthique, mais du côté géométrique, c'est la sphère. Et en particulier, la sphère armilière, dont Lacan fait véritablement le modèle géométrique le plus raisonnable pour représenter ce que c'est que le corps humain. En tant que sac de peau, c'est-à-dire dans un registre à 3 dimensions et non plus seulement à 2. Et c'est à partir de là, à partir de la sphère, qu'à partir du séminaire 10, il va introduire par la topologie la manière de se défaire, de se désembarrasser de ce qui arrive dès que vous pensez la chose en termes de sac, de pot, POT ou de vase, c'est-à-dire cette maudite opposition binaire entre intérieur et extérieur. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, on coupe la sphère. On coupe la sphère, ça la met à plat, si j'ose dire, et donc ça en fait une corde. Et c'est à partir de là qu'il va introduire la bande de Möbius, attrapée sur le cross-cap par coupure. Et naturellement, ce traitement, il en rend compte. Il en rend compte très tôt.
des instruments cliniques de civilisation, on va dire, cliniques de discours, un des instruments qu'il utilise pour rendre compte de l'articulation entre le système symbolique d'une part, qui est un système de découpe et de trouage. Disons que je sais pas comment appeler ça. C'est presque un laboratoire, presque un domaine d'expérimentation pour démontrer comment ça se passe, le traitement du langage sur le corps adoré. C'est la circoncision. Vous trouvez la référence à la circoncision dans le séminaire 5, avec la question du corps. Vous le trouvez le plus longuement du monde déployé dans le séminaire 10. Et puis vous le trouvez dans quelques autres séminaires ultérieurs, le 11 et si je me trompe pas, le 14. Mais le gros morceau se trouve dans le séminaire 10. Et le séminaire 10, c'est précisément le séminaire où il se dépatouille de la différence entre l'objet imaginaire et l'objet A non spécularisable, c'est-à-dire l'objet prélevé, l'objet pensé à partir de la projection de l'image adorée sur le monde, c'est-à-dire l'objet du monde en tant que le sujet parlant lui donne la structure de son corps. On pense tous les objets du monde. C'est très amusant à faire, ça, comme expérimentation individuelle. Vous regardez tous les objets de votre maison et vous vous demandez quel rapport ils ont de près ou de loin avec la forme du corps global idéal que vous avez. Ça marche fondamentalement. Vous allez voir tout se déployer. Par exemple, si vous aimez la symétrie, il y a sûrement une raison. Si vous aimez la symétrie, c'en est une autre. Laissons de côté les amusantes et mondaines. Il y a donc dans le séminaire 10 la différence entre les objets tels qu'ils relèvent de la forme globale du corps, du un du corps, et puis les objets tels qu'ils relèvent de la séparation du trou et de la perte, donc de la coupure. Et vous voyez, voilà la forme globale du kangourou, et puis le petit truc qu'on peut mettre, remettre, démettre. Sauf que la plupart du temps, un objet A, une fois qu'il est sorti, eh ben c'est fini. Il n'y a que les kangourous qui ont la chance de le récupérer. Je dirais les kangourous et les artistes. Ils récupèrent l'objet. On ne peut pas dire ça à un petit, puisque eux, ils ne le perdent pas. Donc, mais les artistes, ils sont des kangourous. Ils récupèrent leurs objets. Bref, que dire de la circoncision en tant que laboratoire du rapport du symbolique au corps? Eh bien, j'ai été chercher ça dans le séminaire 10 et je vais réduire ça à une phrase. Bon, d'abord, il est très prudent. Il dit l'incidence psychique de la circoncision est loin d'être univoque. Elle renforce la masculinité et en même temps elle